Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui traiter quelqu'un de nazi? Vous savez que c'est un peu un continuum, tout ça, de ma série de podcasts sur qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, comment définir ça, comment c'est une imposture historique et idéologique. C'est un peu un prolongement de tout ça. Un jour, comme je l'ai dit, j'écrirai peut-être quelque chose là-dessus, un article, un livre, peu importe. Si un jour je trouve le courage de rassembler toutes mes idées puis de mettre ça à l'écrit. Mais comment est-ce qu'on en est venu aujourd'hui à utiliser ce mot-là comme le mot fasciste, comme raciste, comme pour décrire tous ces mots-là, pour décrire un peu en même temps une opinion impopulaire, un libertarien, l'orthographe non inclusive, le patriarcat, le nationalisme, la droite. Maintenant, on a l'impression que le yogourt grec pourrait être fasciste. Ça dépend, ou même que, est-ce qu'on a le droit d'appeler ça du yogourt grec parce que est-ce que c'est de l'appropriation culturelle vu qu'il n'est pas fait par un grec, on vient qu'on sait plus exactement où donner de la tête là-dessus. Mais une des expressions les plus ridicules de cette accusation-là de fascisme, parce que c'est de ça dont on va parler dans le podcast, l'accusation comme telle de fascisme ou d'Hitler ou de nazi, c'est appelé aussi le point Godwin, mais j'y reviendrai plus tard dans le podcast. Une des versions les plus ridicules de ça a sans doute été faite contre le philosophe Michel Onfray, dont j'ai déjà parlé quelques fois dans le podcast. Michel Onfray, il a écrit une 60aine de livres, si c'est pas plus. Je me demande s'il est même pas rendu à près de 100 livres d'écrits aujourd'hui. Donc, il a écrit une contre-histoire de la philosophie, il a écrit... je pense qu'il est rendu une contre-histoire de la littérature. Il a écrit sur Albert Camus. Il a écrit sur... il a fait toutes sortes de livres. Il y a un journal anarchiste. Bref, c'est un philosophe libertaire de gauche, mais qui est quand même intéressant, moi, que j'ai toujours aimé suivre, parce que c'est quelqu'un que je pense qui est pas dogmatique, même s'il est assez cadré idéologiquement. Et il y a quelques années, il a écrit un livre sur Freud. Parce que dans sa contre-histoire de la philosophie, à un moment donné, on arrive au 20e siècle. Puis là, quelles sont les figures marquantes du 20e siècle? Marx, jusqu'à une certaine limite, les darwiniens qui arrivent à ce moment-là, Einstein, et puis aussi Freud, évidemment. Donc, Freud a marqué son siècle par l'invention de la psychanalyse, et Michel Onfray a écrit un livre contre la psychanalyse, si on peut dire. Donc, une espèce de débunkage de Freud, comment le freudisme, tout ça est un peu un arnaque intellectuelle, comment des gens se font de l'argent là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'est aussi une espèce de coterie, ça, la psychanalyse. Donc, je vous laisse écouter, il est avec Franz-Olivier Gilsbert, puis il parle du traitement qu'il a reçu avec ce livre-là. Michel Onfray, vous allez être très attaqué, vous le savez. Oui. Hein? Oui. On va d'abord dire que vous rejoignez tous les contempteurs de la psychanalyse, qui sont en général à l'extrême droite, qui sont souvent des connards un peu sous-développés. Oui, on va dire ça, oui, mais ce sont des connards sous-développés qui disent ce genre de choses, parce que les critiques de Freud, les premières critiques de Freud, elles viennent de la gauche, Wilhelm Reich. Les dernières critiques Derrida, je le cite, elles viennent aussi Derrida, il y a un gauche. Texte violent. Oui, Sartre n'était pas un homme de droite, Deleuze et Guattari n'étaient pas des hommes de droite. Enfin, il y a plein de philosophes qui ont fait des critiques de la psychanalyse, qui venaient de la gauche. Simplement, il y a effectivement une petite dizaine de personnes qui ont intérêt à dire que dès qu'on critique Freud... Petite dizaine, c'est plus que ça. Il y a des patients aussi, quand même. Des patients, il y a plein de gens qui se font psychanalyser et qui sont contents. Oui, mais ceux-là ne vont pas me traiter de fasciste. Mais ceux qui vont me traiter de fasciste et me couvrir d'ordure sont des gens qui, effectivement, entretiennent une légende parce qu'ils ont intérêt à l'entretenir, ne veulent pas qu'on lise les textes, ne veulent pas qu'on aille voir ce qui se dit ça, c'est sûr, des textes véritablement, et qui, effectivement, traitent d'antisémite quiconque n'est pas d'accord, traitent de fasciste. Moi, je me suis déjà fait traiter de fasciste pour ce livre. Vous êtes fait traiter déjà de tous les noms, d'ailleurs. Oui. Ça vous dérange pas? Vous êtes parti pour une longue bataille? Je suis pas parti pour ça, mais s'il faut l'amener, je l'amènerai. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. En fait, cet exemple-là, c'est pour moi le meilleur exemple de ce que c'est qu'une réductio ad Hitlerum. Je reviendrai sur l'expression un peu pompeuse après, ou ce que c'est qu'un point Godwin. C'est-à-dire, il paraît que les nazis aimaient pas la psychanalyse parce que Freud était juif. Vous avez critiqué Freud et la psychanalyse, donc vous êtes un nazi, vous êtes un fasciste, vous êtes Hitler. Donc, puis ça me rappelle un peu quand il y avait eu le projet de loi sur la réforme des taxis au Québec, là, il y avait des pancartes avec la tête de François Bonnardel puis un pinch d'Hitler dessus. Donc, c'est un procédé rhétorique, c'est une forme de sophisme. Qu'est-ce que c'est qu'un sophisme? C'est un raisonnement basé sur des prémices fallacieuses, en tout cas un raisonnement qui se tient pas debout. Donc, il y a plusieurs sophismes. Le sophisme ad hominem, ça veut dire s'attaquer contre la personne. Ce que lui dit, c'est faux parce que c'est un con. Bon.
Ça, c'est un sophisme à dominer, mais il y en a plusieurs, mais bref, la réductio ad declarum, c'est une forme de sophisme. C'est-à-dire, on assimile toutes les critiques que quelqu'un peut faire à une comparaison à Hitler. Et la formulation du point Godwin comme tel disait, plus une discussion avance dans le temps entre une ou deux personnes, entre un groupe de personnes ou deux personnes, plus la chance d'avoir une référence à Hitler s'approche de 1. Donc, ça nous fait un peu de l'humour d'une certaine manière, parce que c'est pour montrer que finalement, quand les gens ont plus d'arguments, ils finissent toujours par une référence aux nazis, puis là, quand ça finit, si c'est passé, ça va finir avec les chambres à gaz, etc. Donc, c'est un procédé problématique que j'observe assez souvent, d'ailleurs. C'est « Ah oui, mais vous êtes contre ci, vous êtes contre ça, mais oui, les nazis aussi. » Tu sais, c'est comme si je m'attaquais au véganisme ou au végétarisme en disant « Ben, vous savez, Hitler était végétarien, donc les végétariens, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est le même procédé, c'est la même faiblesse d'argumentation. » Puis cette faiblesse d'argumentation-là, d'associer toujours tout au fascisme, ça procède aussi de notre inculture politique. Une inculture politique qui est merveilleusement illustrée par Louis T dans une espèce de podcast, l'humoriste Louis T, dans une espèce de podcast sur Radio-Canada, donc une balado, vu que c'est financé par le public. Je vais vous écouter, il va vous expliquer ce que c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche. On l'écoute. Commençons par définir de quoi on parle. À l'extrême droite, on retrouve des gens réactionnaires qui pensent que tout était mieux avant et qu'il faut revenir à un passé idéalisé. En gros, des gens qui s'ennuient du iPhone 2. Surtout parce qu'il se faisait en une seule couleur. À l'extrême gauche, on retrouve des révolutionnaires, des anarchistes qui pensent que le système est entièrement mauvais et qu'il faut instaurer un nouveau modèle idéal. Vous voyez, j'ai coupé parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable de l'entendre parler, lui. Vous voyez, c'est ce qu'on apprend quand on va au cégep. À l'extrême gauche, il y a ceux qui veulent changer la société, les révolutionnaires, les anarchistes, etc. Puis à l'extrême droite, il y a les réactionnaires, les vieux mongols qui disent que tout était toujours mieux avant, etc. C'est ce qui est quand même assez paradoxal comme analyse, puisque tous les mouvements de gauche que je connais, moi, sont toujours contre à peu près tout ce qu'il y a de changement. Tu lui parles de privatiser la SAQ, son compte. Tu lui parles d'instaurer un peu plus de libre marché, son compte. Tu lui parles d'abolir la gestion de l'offre, son compte. Tu lui parles à peu près de n'importe quoi, finalement, son compte. Ben, en fait, tant que c'est pas un tramway ou une patente électrique, ils sont toujours contre tout. Tu lui parles de construire un pont, son compte. Ah oui, ça va créer de l'étalement urbain. C'était bien mieux avant quand on vivait dans des petits villages, puis que les gens avaient une terre, puis ah non, mais c'est vrai, on prône aussi la densification. Bref, on est un peu mêlés dans nos affaires, mais on vous en revient plus tard quand on va s'être démêlé. Mais cette inculture politique-là, en fait, quand on s'en va vers la droite, plus on va vers la droite, plus ce serait des gens qui détestent le changement, alors que, je veux dire, si vous allez voir ce que c'est qu'un libertarien, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, je vous renvoie à ça, ou je vous renvoie à la série de podcasts sur Ayn Rand, donc le manifeste libertarien, ou les deux podcasts sur Ayn Rand, c'est des gens qui veulent strictement changer la société dans son ensemble pour réduire le rôle de l'État à ses fonctions régaliennes. Je l'ai expliqué ce que ça veut dire. Fonction régalienne, ça veut dire battre monnaie, lever une armée, puis gérer la sécurité, la police, les choses de base. Là. Dans le fond, c'est ramener l'État à ses fonctions de base et non à une espèce de rôle délirant de espèce d'apologète du bien commun, puis de personne qui est là pour une espèce de grand frère qui est là pour s'occuper de la veuve et de l'orphelin tout le temps. Donc c'est pas le rôle de l'État pour un libertarien, ce qui signifie changer globalement le système de fond en comble. Mais dans l'explication qu'on en a, telle que Louis T l'explique, c'est que c'est comme ça. Donc, d'un côté, on a les progressistes et d'un autre côté, on a les réactionnaires. Il le dit, c'est l'extrême droite, ce sont les réactionnaires. Mais c'est très drôle parce que si j'y posais la question à Louis T, qu'est-ce que c'est que ceux qui proposent la décroissance? Je dirais, ben oui, la décroissance, c'est un mouvement de gauche, et progressiste, blablabla. Oui, mais la décroissance, c'est quoi? Ça propose de arrêter d'aller de l'avant vers la société, revenir à une échelle locale, revenir à une vie de paysan, cultiver ses légumes, faire ses affaires. Ben oui, parce que nos grands-parents, avant, ils étaient capables de vivre selon les saisons, manger des fraises juste quand il y avait des fraises qui poussaient, l'achat local, tout ça. Ben ça, comprenez-le comme vous voulez, mais c'est une forme de retour en arrière, c'est une forme de nostalgie d'une espèce de passé fantasmé, exactement ce que lui assimile à être l'extrême droite.
Mais bref, je donnerais pas dans la démagogie comme lui en disant que la décroissance, c'est un mouvement d'extrême droite, ça l'est pas. Mais c'est un mouvement de gauche avec un fond réactionnaire qui s'ignore. Mais bref, ça nous ramène un peu à ça. Donc, la réductio ad declarum, ça fonctionne sur une méconnaissance des concepts politiques, ça fonctionne sur l'assimilation à ce que c'est que la droite et la gauche de n'importe quoi. Donc, d'ailleurs, comme je l'ai dit, national-socialisme, il y a le mot socialiste dedans, il y a le mot national, donc tout ce qui est nationaliste et socialiste, donc c'est anti-droite au sens économiquement de l'économie de marché, du droit individuel, tout ça, donc c'est une forme de collectivisme tel que très bien expliqué par Ayn Rand et par plein d'autres auteurs libertariens. Mais il faut escamoter ce sens-là, puis associer toujours Hitler à droite pour que tout ce qui se prétend l'être, on puisse accoler le mot Hitler ou fasciste ou nazi. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis le premier à avoir mis le doigt là-dessus, c'est l'auteur Léo Strauss. Donc, je rentrerai pas dans les détails de c'est qui Léo Strauss, mais il y a un excellent texte d'Alain de Benoît. Je mettrai le lien au autre auteur d'extrême droite, là, selon Louis T. Je mettrai le lien du texte dans la description du podcast, mais bref, ça a été le premier à utiliser cette expression-là en lui donnant une forme latine pour que ce soit plus drôle, donc la réductio ad declarum. C'est un procédé qui consiste, comme je l'ai dit, à parler de quelque chose ou de quelqu'un et de l'assimiler de façon polémique ou malhonnête au nazisme pour le discréditer, tout simplement. Le seul but de ça, c'est discréditer. D'une autre manière, on peut faire la même chose avec les termes idéologico-politiques comme par exemple le racisme ou l'intolérance. Je veux dire, aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué, Eddie raciste, une fille avec des dreads. Donc, on ne sait plus exactement ce que c'est que ça veut dire, le racisme. Moi, je pensais que ça désignait quelqu'un qui se pense supérieur aux autres sur la base de sa couleur de peau. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, le simple fait d'adopter quelque chose que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il appartenait à telle culture, ça devient... moi je pensais qu'on pouvait échanger entre les cultures, mais bref, ça devient de l'appropriation culturelle. Ce qui est étrange, puis c'est Alain de Benoît qui le souligne dans son texte, ce qui est d'autant plus intéressant pour ça, c'est que plus le temps passe, plus cette accusation-là d'Hitler ou de nazi ou de fasciste devient discriminante, puis plus elle est utilisée. C'est-à-dire que, mettons qu'on était en 1950 ou 1955, je comprendrais très bien qu'on utilise ce mot-là pour discréditer des adversaires dont on pense qu'ils ont des accointances avec ça. Mais maintenant qu'on est en 2020 ou 2021 ou 2022, peu importe le moment où vous allez écouter ce podcast-là, je veux dire, les nazis sont défaits depuis 1945. Là. En 1946, il y avait le procès, il y en a qui ont été exécutés, tout ça, c'est terminé. Cette idée-là est terminée. Mais aujourd'hui, c'est utilisé de manière discriminante. Or, ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est qu'on n'utilise aucun des personnages sanguinaires de l'histoire pour discréditer quelqu'un. Personne traite les autres de Napoléon. Personne traite les autres de Césarien pour faire référence à Jules César. Personne dit que quelqu'un est un Alexandre le Grand. Maoïste, ça, ouais, on pourrait le dire, mais encore que dans la bouche de certaines personnes, c'est presque positif être un maoïste. C'est prôner la révolution culturelle, puis l'avènement de la société sans classe par le fait de s'emparer de la culture pour faire la révolution permanente, etc. Je rentrerai pas dans les détails de ce que c'est que le maoïsme. De stalinien. Bref, stalinien, aujourd'hui, c'est un peu incriminant, mais jamais comme hitlérien. T'sais, si tu traites quelqu'un d'Hitler ou de nazi, ça justifie, selon même une espèce de haut placé du NPD qui était M. Bouléris, ça justifie presque qu'on vous pète la gueule. Donc, mais stalinien, ça, c'est bien. Mais même Manon Massé s'était dit dans la dernière campagne marxiste. Donc, le marxisme est d'une certaine manière, cette pensée-là est responsable de millions de morts, mais ça reste quand même pas si grave. On utilise aussi des termes génériques dans tout ça. Hein? Le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, le fascisme, le nazisme, l'extrême droite. Puis tout ça renvoie à des réalités qui veulent plus ou moins rien dire, en fait. Hormis, au bout du compte, notre désaccord face à quelqu'un ou à quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, finalement, on peut traiter de fasciste, de naziste, de raciste, d'antisémite
ou de nazi à peu près tout le monde. Ça peut être Trump, ça peut être Legault, ça peut être Macron, ça peut être Poutine, ça peut être l'orthographe non inclusive, ça peut être le blackface. Le blackface, c'est nazi. Ça peut être le nationalisme, ça peut être la loi 21. Ça peut être n'importe quoi. On a aussi dans cette lignée-là de les groupes d'extrême gauche comme Antifa, sur lequel j'ai déjà fait un podcast, ou l'ARA, l'Anti-Racist Action, qui, eux, vont chasser les nazis et les hitlériens. Le problème, c'est que comme les nazis puis les fascistes ont été définitivement défaits en 1945 et que le néo-nazisme, finalement, ça touche à peu près juste que des esprits faibles, comme dit de Benoît, et des têtes brûlées puis des crânes rasés, c'est plus ou moins un groupuscule. Donc, en fait, le péril est un peu mince. Mais pourtant, ces gens-là, ils sont ils voient une patte de loup quelque part puis ils sont prêts à prendre un point américain puis aller péter la gueule de tout le monde. D'ailleurs, ils ont tellement du mal à en trouver des nazis qu'ils doivent en inventer. Parce qu'aujourd'hui, combattre le fascisme, si on s'en tient un gauchiste québécois comme Xavier Camus, c'est d'aller entarter un écrivain péquiste comme Mathieu Bock-Côté dans une librairie de Québec. Donc à un moment donné, c'est comme on n'a pas de nazis, on va devoir en inventer. Donc, pour continuer à combattre le nazisme, donc tous ces gens-là là, qui utilisent la réductio ad iclerum en permanence, pour le combattre, il faut faire croire que son spectre rôde un peu partout. C'est comme ça qu'on peut dire de Trump, par exemple, ou de Marine Le Pen, que ce sont des crypto-fascistes. Qu'est-ce que ça veut dire, crypto-fasciste? Ça veut dire, ben oui, ils se présentent démocratiquement et respectent les élections, mais en fait, leur rêve, c'est comme d'imposer une genre de dictature sans trop le dire, puis que les gens s'en rendent pas compte. Comme ça, on va instaurer un climat d'hystérie puis de peur. Puis ça, je l'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un encore qui me dit « Ah oui, mais Trump, là, il va profiter de la crise du coronavirus pour comme abolir les élections puis instaurer une dictature. » Mais êtes-vous malade? Êtes-vous malade? Donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire croire que le fascisme est toujours là. De pouvoir étendre son discrédit, dans le fond, le fascisme, le nazisme, puis l'hitlérisme, tout ça, ben c'est diffamatoire. Vous êtes complètement cramé quand vous êtes associé à ça. Donc, faut faire croire que c'est toujours là, que c'est bien présent, mais comme caché d'une certaine manière. Puis, on va attacher à ces termes-là toutes les formes de pensée qui vont déranger. Donc, c'est toute une mascarade destinée à conjurer l'absence du fascisme en lui inventant une présence. En France, par exemple, il y a le terme qu'on utilise souvent qui est « Ah oui, plus jamais ça ». Puis on fait référence à, je sais pas moi, quelque chose que Jean-Marie Le Pen a dit à un moment donné. Il suffit, par exemple, justement en France, c'est l'exemple que de Benoît donne dans son texte, que des gens aient posé des fleurs sur la tombe du maréchal Pétain pour voir les journalistes crier au retour les plus sombres de l'histoire, la menace nazie, le fascisme qui nous guette, alors que oui, le maréchal Pétain a collaboré avec les nazis pendant la guerre, mais c'était d'abord et avant tout un chef d'État conquis militairement que tous ses alliés avaient laissé tomber. Donc pendant que le général de Gaulle se cachait à Londres en dessous du lit de Churchill, ben le maréchal Pétain, lui, il devait gérer la situation. Puis oui, il a fait des affaires qu'au regard de l'histoire, puis que de mon propre œil à moi, je dis c'est dégueulasse d'avoir livré des gens aux nazis. Mais est-ce que vous auriez sincèrement fait mieux que lui? C'est la question qu'on peut poser. Puis ceux qui prétendent que oui, ben je veux dire, je veux juste savoir en ce moment comment tout le monde est prêt à dénoncer tout le monde pour un simple port de masque. Je me doute bien qu'il y en a là-dedans pas mal qui seraient capables d'appeler la Gestapo pour dire qu'il y a quelqu'un de caché en dessous de son lit. Je veux dire, les gens du passé n'ont pas de leçon à recevoir du courage que les modernes ont. Disons ça de même. Donc, pour donner à la dénonciation de nazisme son pouvoir, sa légitimation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter ce phénomène-là comme unique, comme incarnation du mal absolu. C'est pour ça que quand je faisais la série de podcasts sur l'extrême droite, je vous disais, il y a quelque chose de malhonnête dans l'histoire à présenter Staline et Hitler de manière différente parce que si vous regardez comme faux, le système politique soviétique a été aussi abject et sanguinaire
Puis ça, c'était pas différent de ce qu'ont fait les nazis. En fait, ils ont laissé crever de faim des millions de personnes, assassiner des opposants, envoyer des millions de personnes dans des camps de concentration, sauf qu'on les appelait les goulags. On n'appelait pas ça Auschwitz, on appelait ça les goulags. Donc même si, selon certains auteurs, il y aurait de 10 à 18 millions de personnes qui ont séjourné dans les goulags, 1,6 million de détenus seraient morts, victimes de maladies, de traumatismes provoqués par la faim, d'épuisement ou tout simplement exécutés par des gardiens. Puis il y a même Nicolas Vert puis Luba Jorgensen qui ont donné les chiffres de 20 millions de détenus et probablement près de 4 millions de morts dans les goulags, dans leur livre justement qui s'appelle comme ça, Le Goulag. Et d'autant plus que ces fameux goulags-là, ces camps de concentration soviétiques-là, ont existé au moins jusqu'en 1961. Je dis au moins parce que c'est la date officielle à laquelle ils sont fermés, mais beaucoup d'auteurs pensent que ça a existé jusque dans les années 70. En fait, ces camps-là, je rappelle que ceux des nazis sont fermés en 1945 par les Alliés. Et ça, c'est sans parler des millions de morts qui sont des gens qui sont crevés par l'épuration stalinienne, etc. Donc, puis on parlera pas de Mao, on parlera pas de tout ça. Mais, encore aujourd'hui, vous pouvez être communiste, vous pouvez vous dire en France, je veux dire, il y a des maires et des mairesses de villages qui sont officiellement encartés Parti communiste. Il y a des places dans le monde où il y a un Parti communiste. Au Québec, il y a un parti marxiste-léniniste, il y a un Parti communiste qui se présente aux élections à chaque fois, puis tout le monde trouve ça la faucille et le marteau, là, toute la patente. C'est une idéologie qui a envoyé des millions de personnes à la mort, puis dans des camps, mais on trouve ça très bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça témoigne du fait que le nazisme est aujourd'hui considéré comme quelque chose de pire. Ça est comme une incarnation du mal que le communisme n'a pas. Ce qui permet justement ce procédé rhétorique-là de réduction ad éclairem, c'est-à-dire de considérer tout le monde qui dévie comme fasciste, comme nazi, comme tortionnaire, tout ce que vous voulez. Donc, dans le discours public, nazisme et stalinien et stalinisme, par exemple, ne sont pas placés sur le même plan. Il y a un discrédit qui est absolu, comme je l'ai dit, par rapport au premier. Mais le second, ça fait quand même l'objet de Benoît disait une paisible réprobation. Je trouve que c'est une belle formule. Parce qu'il n'y a aucun pseudo-fasciste qui a jamais soutenu Hitler dans des discours délirants, de la même manière que des communistes français, par exemple, ou de d'autres pays ont pu tenir sur Staline pendant au moins 2-3 décennies les propos que ces gens-là ont tenus. Un ancien nazi, par exemple, c'est un paria jusqu'à la fin de ses jours, même jusqu'à 90 ans. On va y faire des procès, puis on va vouloir l'envoyer en tôle. Puis j'en ai vu encore récemment là, un bonhomme de 98 ans qu'on passe en procès parce qu'il aurait travaillé à Auschwitz ou je sais pas quoi. Mais les staliniens, eux autres, font carrière dans les universités, dans les maisons d'édition, deviennent même maires de ville, puis il n'y a aucun problème. Même des écrivains comme Louis d'Aragon, en pleine guerre, faisaient une apologie de Staline. Je peux vous en lire un petit bout. Il disait... Je veux parler de la science prodigieuse de la rééducation. Ça, c'est ce qu'on fait dans les camps, comme ça existe encore en Chine. Qui fait du criminel un homme utile, de l'individu déformé par la société d'hier, par les forces des ténèbres, un homme de demain. Un homme selon l'histoire, avec un grand H. L'extraordinaire expérience du canal de la mer Blanche à la Baltique, où des milliers d'hommes et des femmes, les bas-fonds d'une société, ont compris devant la tâche à accomplir, par l'effet de persuasion du petit nombre de tchéquistes et qui les dirigeait, leur parlait, les convainquait que le temps est venu où un voleur, par exemple, doit se requalifier dans une autre profession. Je vous passe les détails, mais bref, qu'est-ce qu'il fait Aragon là-dedans? Il fait l'apologie du goulag. Il fait l'apologie de, oui, dans le système stalinien, on pouvait rééduquer les gens puis en faire des citoyens exemplaires. Donc, qu'est-ce qui est important un peu de retenir dans tout ça, c'est que le déséquilibre ne peut s'expliquer que par le résultat de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si les démocraties occidentales et le communisme s'étaient pas alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour défaire les nazis, jamais on parlerait comme ça aujourd'hui. Jamais on parlerait comme ça aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les démocraties occidentales, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, se sont alliés à Staline pour défaire Hitler. La fameuse conférence de Yalta, là, où vous voyez le président des États-Unis, le premier ministre anglais et Staline.
Bon, ben cette fameuse conférence-là, si c'était Hitler qui était assis aux côtés de Staline, à la place de Staline, ce serait Staline aujourd'hui qui serait disqualifiant. Donc c'est un peu comme ça que que les choses s'expliquent. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est la violence que la réduction ad declarum engendre. La violence symbolique, comme l'exclusion, Bock-Côté qui est barré d'une conférence, etc. Les profs d'uni de droite qui sont barrés, Jordan Peterson, Milo Yiannopoulos, ces gens-là qui sont évincés par association complètement frauduleuse à cette histoire-là. À la limite, même, selon certains, on peut tuer des représentants du mal sans commettre d'homicide, puisque c'est pas vraiment des êtres humains. Je l'ai lu, hein, ça, je niaise pas, je l'ai lu, je l'ai entendu. Même le fameux slogan de gauche, hein, la haine envers la haine, n'est pas de la haine. Les antifas disent qu'il n'y a pas de tolérance envers les intolérants. Donc, ils ont décidé que Milo Yiannopoulos, c'était un intolérant, donc on peut aller lui péter la gueule. C'est pour ça qu'ils sont fiers d'aller puncher un conservateur en pleine face dans une manif, même si le gars, c'est un homosexuel juif d'origine grecque, on peut le traiter de nazi puis il pétait la gueule parce que quelqu'un, quelque part, a décidé, via la réduction ad declarum, que ce gars-là était un nazi. Je rappelle, hein, homosexuel d'origine juive. Par moment, les accusations de nazisme deviennent complètement délirantes. De Benoît donne plein d'exemples dans le texte, mais notamment celle du pseudo-philosophe BHL qui avait donné le ton en affirmant que, je le cite, « C'est aujourd'hui toute la culture française. Ce sont nos plus chères traditions françaises qui, une à une, témoignent de notre ancienneté dans l'abjection et en appelant à traquer ce vieux fond de purulence dissimulé au cœur même de la pensée française qui fait de la France la patrie du national-socialisme en général. » Ça, c'est dans son livre « L'idéologie française », publié en 1981. Donc, lui, il a décidé que, finalement, la France, c'est là qu'est né le national-socialisme, puis au fond de tous les Français réside un nazi. Donc, ça devient, à un moment donné, tout ça devient complètement débile. Puis le point important du texte de Benoît par là-dessus, c'est que toutes les contorsions ridicules qui s'articule autour d'un même et unique thème, donc, qui est l'espèce de devoir de lecture militante de l'histoire qui veut chercher le nazi partout. Il dit c'est drôle parce que c'est exactement le même type de lecture que recommandaient les nazis puis les communistes aussi à leurs militants. C'est partout ce qu'ils doivent chercher. C'est toujours faut qu'ils cherchent le juif partout. Ben eux autres les amants de la réduction ad declarum, c'est peu importe, tout ce que vous faites va toujours être analysé au crible de ouais, est-ce que c'est fasciste ça, est-ce que c'est nazi? Alors, en fait, cette histoire de lecture militante là et d'une espèce d'antifascisme démonologique va se conjuguer pour légitimer l'absence de rigueur intellectuelle. C'est une espèce d'injure systématique, de la diffamation pure et simple. Comme Bernard-Henri Lévy qui présentait Emmanuel Mounier comme un pétainiste ou même comme un fasciste, alors que le gars, c'était le fondateur d'Esprit, qui était arrêté, un journal qui s'appelait Esprit, puis il a été arrêté et condamné par 1 an de prison par le régime de Vichy. Aussi Michel Pollack qui disait que Léon Daudet était un fasciste et un nazi, alors que le gars, je veux dire, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser à ça. Il disait, ouais, si un jour Jean-Marie Le Pen est au pouvoir, il va être son commissaire aux questions juives. Donc, c'est de la diffamation pure et simple. C'est du délire pur et simple.